est un peu en crise politique actuellement et aussi les infrastructures pas trop bien développées au niveau de santé. Si on regarde par exemple le Human Development Index, là c'est toujours malheureusement parmi les derniers pays dans la liste. Euh, Peut-être quelques-uns de vous connaissent aussi la capitale Bissau. Je crois une belle ville. Ce sont quelques images. Et on a commencé la collaboration avec eux en 2022 et puis on a reçu un peu de funding, de l'argent pour pouvoir réaliser le projet à partir de janvier 2023 et alors ça marche maintenant depuis une année et demie plus ou moins. Euh, on était là la première fois aussi pendant le carnaval en février 2023 et on a travaillé ici, on travaille encore là. C'est l'hôpital, l'hôpital, euh, on parle portugais là-bas, c'est l'hôpital, le centre hospitalier universitaire Simão Mendes à Bissau, où il y avait déjà un laboratoire, mais ils n'étaient pas spécialisés sur la bactériologie. Ils ont fait tous les tests, la biochimie et le test du VIH, la tuberculose et aussi le paludisme, mais pas vraiment la bactériologie. Et là, on a pu développer avec des collègues surtout la culture bactériologique sur les boîtes de Petri, comme vous voulez à droite. Et on a aussi eu de différentes visites chez soit nous qui nous sommes allés là-bas, mais aussi des collègues de Bissau qui étaient ici chez nous dans nos laboratoires pendant 6 semaines, si je me souviens bien, pendant l'été de l'année dernière, afin que vraiment les deux, c'est un oui, partenariat où tous les deux côtés peuvent collaborer et puissent améliorer leurs connaissances. Parce que c'est très évident non, que même si peut-être nous, ici, faisons plus des tests sur les bactéries, eux, ils sont beaucoup plus expérimentés, par exemple, avec le diagnostic de paludisme, parce que c'est plus fréquent là-bas, et ici, c'est assez rare, et comme ça, c'est vraiment que nous, on peut, on peut apprendre beaucoup de choses aussi, et c'est vraiment un partenariat au même niveau, tous les deux côtés peuvent vraiment bénéficier. Et puis, oui, on a pu, je crois, réaliser cet établissement des tests diagnostiques. Au début, il y avait un peu de problèmes parce que, par exemple, on a besoin d'une incubatrice, d'une machine où on peut mettre les boîtes de pétri et ça ne marchait pas. Mais comme c'était la saison sèche et ça faisait chaud, il faisait chaud, on a pu même laisser le boîte de pétri comme ça. Et ça a fonctionné à permettre que les bactéries se pouvaient multiplier. Et je crois qu'on a déjà pu diriger un peu le diagnostic des différents patients. Par exemple, ici, c'était un monsieur, vous voyez là, le pied sur le lit, qui avait une infection chronique après un accident avec le motorcycle. Je sais pas la parole, le mot en français. Et puis, on a fait avec un écouvillon, on a pu prendre l'échantillon et après 24 heures déjà, on a eu des différentes bactéries sur le boîte de Petri. Et malheureusement, après avoir fait le test diagnostic de la résistance antimicrobienne, il y avait aussi assez de résistance et le traitement que le monsieur avait reçu pendant quelques semaines n'était pas correct ou n'était pas efficace. Et on a dû changer ça. Et malheureusement, on a trouvé
vraiment des taux élevés de la résistance aux antibiotiques. Et ça peut rendre le traitement vraiment difficile parce que parfois, il y a seulement 2 ou 3 antibiotiques qui restent et ces antibiotiques sont ou très chers ou pas toujours disponibles à Bissau. Et c'est parfois vraiment difficile. Et on a eu récemment ici notre collègue du Nigeria qui travaille au Nigeria dans un laboratoire microbiologique. Et elle était arrivée avec plus de 250 bactéries différentes, avec ces noms que vous voyez, Klebsiella ou Escherichia coli. Et elle a trouvé des taux très élevés de résistance, surtout les 10% que vous voyez ici, 10% de résistance à carbapenem. Les carbapenem sont des antibiotiques de la dernière ligne, si vous voulez. Et si on a une résistance là, c'est vraiment difficile de pouvoir obtenir encore des possibilités de traitement. Alors, je crois que ça nous a montré vraiment que ce qui est publié concernant la difficulté causée ou attachée à la résistance antimicrobienne, c'est la vérité, malheureusement. Et l'Afrique sous-saharienne est vraiment l'une des régions les plus affectées par les infections bactérielles et aussi affectées par la résistance aux antibiotiques. Et je crois qu'il y a vraiment un besoin immédiat d'améliorer l'infrastructure des de tests du laboratoire, aussi la formation, parce que parfois, il y a vraiment de très bons des personnels vraiment bien formés, soit en Guinée-Bissau ou d'autres pays, qui, oui, malheureusement, pour les différentes raisons, ne peuvent pas continuer leur travail dans l'hôpital. Et je crois que ces partenariats est peut-être seulement une option, une possibilité, mais pour nous, c'est vraiment une ressource très riche parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses et pour nous, c'est toujours très instructif et j'espère aussi pour les collègues là-bas. Et oui, j'espère qu'ensemble, on va réussir à réduire un peu le taux de résistance. C'est un sujet très complexe parce que on doit se demander aussi quelle est l'origine de cette résistance aux antibiotiques et souvent c'est aussi l'utilisation des antibiotiques sur les animaux par exemple. Et je crois les origines ne sont pas seulement médicales et là il faut il faut développer une approche de toute la société pour réduire ces risques causés par les bactéries multirésistantes, soit en Afrique qu'au niveau global. Avec ça, je suis aussi j'ai déjà fini. Je dois demander pardon pour mon français, mais j'espère que c'était plus ou moins compréhensible. Merci beaucoup. Well, merci beaucoup, professeur Becker, pour la belle présentation qui a été finalement faite en français. I must apologize for those who do not speak English. We have some guests also. I can see Diana and Ayo from Nigeria, one of our colleagues in Nigeria. Sorry if you did not understand everything, but I think the slides was in English and that helps a little bit. Maintenant, je pense qu'on peut démarrer avec les questions-réponses ou bien les interventions sous forme de commentaires ou suggestions, comme vous voulez. Vous pouvez soit écrire dans le chat box ou bien juste lever la main pour qu'on vous donne la parole. Normalement, avant les questions-réponses, il y a le consul qui doit intervenir. Ah, il est là? Il est là? Non, il s'est excusé. En fait, il n'a pas eu de connexion.
Il a des problèmes de connexion. Ouais. OK. Je pense qu'on peut continuer sans tarder à ouvrir le débat s'il y a des intervenants qui veulent participer ou bien des questions-réponses. Commencez, oui. J'ai vu qu'il y a, je crois, une question sur le chatbox, n'est-ce pas? Oui. Belle présentation. Travaillez-vous sur les virus ou c'est uniquement des bactéries? Idriss Adjan. Oui, merci. C'est principalement les bactéries, aussi le parasite. Pas trop les virus, parce que, oui, c'est une bonne question, pourquoi pas, mais parfois, il faut s'adapter aussi un peu aux besoins. Par exemple, avec les collègues du Guinée-Bissau, eux, ils avaient une intensification des infections par le virus dengue, par exemple, en décembre 2023, comme toute l'Afrique occidentale. Et là, on a parlé avec le professeur de Bissau et on a pu obtenir des tests antigènes pour faire la détection du dengue, par exemple, aussi avec eux. Mais si je dois dire la majorité, peut-être 80% de notre travail et de nos travaux sont ou les batteries ou les parasites. Aujourd'hui, j'ai focalisé un peu sur les bactéries, mais on fait aussi des projets avec des géoémines, par exemple. Ouais, mais pas trop les virus. Il y a une deuxième question. Est-ce que vous faites de la surveillance génomique? Pas encore dans le projet de Guinée-Bissau. On a pu faire ça, par exemple, le projet de Nigeria. Là, on a pu faire les analyses moléculaires et tout le séquençage, Next Generation Sequencing, ou le whole genome, mieux dit le whole genome sequencing des pathogènes, des bactéries aussi, pour voir s'il y a une source de cet outbreak aussi, c'était des différents isolats, mais ce qu'on ne fait pas encore, qui était peut-être très intéressant, c'est par exemple la Genomic Wastewater Surveillance, c'est là, je ne sais pas le mot en français, peut-être ça peut aider là, Say it again. Wastewater Surveillance. Les eaux de ruissellement, Les eaux les eaux usées. Oui, usées, les eaux usées. oui. Voilà, Ouais. merci. OK. Une Ça, nouvelle et ça, tu question. regardes le chat. Oui. Alors, pour vous, la résistance est due à l'utilisation abusive des antibiotiques ou la résistance naturelle? Je crois que c'est un peu les deux. Auparavant, on a toujours dit que c'est toujours dû à l'utilisation abusive, mais soit en Afrique, soit en Amérique latine, on a vu qu'il y a aussi, même dans les régions très isolées, ou surtout par exemple dans l'Amazonie, en Brésil, il y a des régions où on trouve des résistances vraiment très, très, très difficiles dans des populations qui ont pratiquement jamais utilisé de l'antibiotique. Et pour ça, c'est une partie est naturelle, disons, mais si on parle des facteurs modifiables, je crois le plus important, c'est l'utilisation abusive. Et c'est aussi clair que dans des régions où on ne peut pas faire le diagnostic, l'utilisation abusive est encore plus élevée parce que comme on n'a pas le diagnostic, c'est pas possible de faire le diagnostic. On veut aider aux patients et pour ça, on cherche de mettre d'utiliser des antibiotiques de broad spectrum, même si peut-être c'est pas toujours nécessaire. Mais comme on ne sait pas, on ne peut pas savoir parce qu'il n'y a pas de diagnostic. Peut-être c'est un peu la hyper-utilisation des antibiotiques des dernières lignes et ça peut accélérer le projet, accélérer le développement de la résistance, je crois. D'accord.
Avant de continuer avec les questions dans le chat box, je vais peut-être donner la parole au docteur Nia qui a levé la main. Docteur Nia, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vraiment féliciter les présentateurs pour la belle présentation qui a été vraiment très claire et concise. Au niveau du Sénégal, nous avons quand même beaucoup de difficultés dans nos laboratoires pour le diagnostic, surtout des maladies à potentiel épidémique, surtout les maladies à fièvre hémorragique. Le plus souvent, c'est au niveau de l'Institut Pasteur. Donc, dans les régions, pratiquement, ça ne se fait pas. Donc, il y a beaucoup de défis vraiment qui nous attendent. Hein. Et, je sais que peut-être avec la collaboration dans le futur, espérons que voilà, dans chaque capitale régionale du pays, on pourra diagnostiquer donc ces maladies fièvres, ces maladies hémorragiques. Ma question maintenant, c'est par rapport au test de diagnostic de la schistosomiase. Et il a parlé des tests rapides. Nous, ce qu'on a souvent en pratique, c'est le kilo urinaire, donc avec la recherche des œufs de schistosome dans les urines, qui est quand même un examen de certitude qui nous permet de poser très facilement le diagnostic donc, de schistosomiase. Maintenant, le test rapide dont il a parlé, c'est un test urinaire ou bien un test sérologique qui utilise du sang, ou bien c'est un test qui utilise les urines. Si l'on sait que voilà, dans la physiopathologie, souvent dans la schistosomiase, surtout la schistosomiase urinaire, la bilharziose urinaire, donc les œufs sont éliminés donc, par les urines. Donc ce test rapide, c'est un test qui utilise les urines ou bien c'est un test qui utilise le sang. Et également, je voudrais voilà, savoir un peu le niveau de sensibilité et de spécificité de ces tests rapides comparé surtout aux examens de routine, aux examens de laboratoire qui utilisent donc les urines sous forme de kilo urinaire. Vraiment, je voudrais terminer par là et encore le féliciter pour la belle présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est un sujet très intéressant. Merci. Le test qu'on a utilisé pour la schistosomiase, c'était un test en utilisant l'urine, mais c'est aussi possible de le faire sur le sang, sur le sérum. Ça s'appelle CCA pour Circulating Cathodic Antigen. C'est un test qui fonctionne bien, assez bien pour la schistosomiase causée par schistosoma mannsoni. Alors, pas pour la schistosomiase urinaire, mais plutôt pour la schistosomiase intestinale. Mais les antigènes produits par schistosoma mannsoni sont éliminés par les réunions et par l'urine. Et pour ça, même si c'est une schistosomiase intestinale, on peut le détecter dans l'urine. La sensibilité est assez bien. L'OMS avait fait des évaluations. Et là, la sensibilité était au niveau de 80%, plus ou moins, dans plus ou moins la même sensibilité comme 2 ou 3 examens de sel en utilisant la technique de Kato-Katz. Dehors des zones endémiques, on n'utilise pas trop parce qu'on a vu pendant les dernières années que ça peut être, il y a des faux positifs. Par exemple, dans le cas des hématuries aussi d'une grossesse, là on a des taux assez élevés de faux positifs. Mais pour le programme de contrôle dans les zones endémiques, l'OMS a aussi recommandé de faire ces tests. Et ça vient produit en Afrique du Sud. Je crois à Pretoria, il y a 2 compagnies. L'une s'appelle Rapid Medical Diagnostics et je ne me souviens pas de l'autre. Mais il y a deux compagnies qui produisent ces tests CCA. Si on cherche ça sur l'Internet, je crois, on va trouver les 2 compagnies sud-africaines qui produisent ça. Merci. Merci. Alors, je reviens aux questions qui sont posées dans le chat. Il y a Idriss Adien qui demande pour la dengue que vous avez mentionné tout à l'heure. Est-ce que c'était avec quel laboratoire
car je travaille sur le virus et à la recherche de collaborateurs. Oui, ça c'était aussi en Bissau, soit l'université Jean Piaget et aussi l'hôpital de Simon Mendes, mais c'était surtout l'université de Jean Piaget, l'une des universités à Bissau. Mais aussi pour eux, je crois qu'ils sont encore un peu dans le processus d'établir les diagnostics. Ils ont commencé, ils ont fait des bons progrès pendant l'année dernière, mais c'est encore assez récent. Mais si Issa, il a tous les contacts, peut-être il peut aussi aider avec à vous mettre en contact avec le Dr. Baldé à Lille. Ouais. Merci. Il y a Massamba Loum qui demande, il dit, belle présentation, docteur. Est-ce que vous avez des projets sur l'antibiorésistance? Oui, on cherche maintenant de documenter aussi pratiquement tous les différents échantillons qui viennent analyser là au laboratoire de l'hôpital Simon Mendes et de les documenter pour avoir une bonne idée des caractéristiques de l'antibiorésistance. Et là, on a déjà plus de 500 échantillons des patients où on a pu obtenir les antibiogrammes aussi. Je dois dire qu'il reste, j'ai parlé hier avec la madame qui fait le laboratoire là, comme il y a un peu, je crois, le gouvernement est un peu paralysé maintenant en Bissau. Je crois qu'il y a aussi un peu de difficulté pour obtenir et acheter des matériels au niveau du laboratoire. C'est devenu un peu plus difficile pendant les dernières semaines, mais le service diagnostic, ça continue, grâce à Dieu. Il y a Swadundoy qui demande, est-ce que vous collaborez avec les biobanques pour conserver vos échantillons? Malheureusement, pas encore d'une manière très structurée. J'espère que ça va changer. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est le cas. Là, on travaille beaucoup avec soit l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, mais aussi le Centre suisse de recherche scientifique à Adiopoudoumé, près d'Abidjan. Là, il y a des biobanques bien établies en Guinée-Bissau et en Madagascar, pas encore, malheureusement. Il y a Aïda Sadir qui vous félicite pour la présentation. Est-ce que vous faites le diagnostic des infections fongiques, la résistance aux antifongiques aussi? On vient de le commencer. En fait, on sera avec une équipe de 3 personnes. La prochaine fois, on va voyager le 14 juillet jusqu'à Bissau. Et là, hier, ils nous ont demandé aussi si c'est possible d'améliorer le diagnostic des infections fongiques. Mais on ne fait pas encore le test de résistance là, parce que c'est un peu plus compliqué et peut-être aussi là. Plus important peut-être parce qu'il n'y a plus de résistance, ce sont les bactéries. La priorité pour le moment, ce sont les bactéries, mais peut-être à la longue durée, on aimerait établir ça aussi pour les antifongiques. D'accord. Il y a Bintou Ndiaye qui a juste dit merci pour la présentation. Mamadou Ndiaye, merci professeur. Juste une question par rapport à la piqûre de l'araignée sur la personne qui a subi une opération de la cuisse. Avez-vous connaissance des cas similaires découverts en Afrique? Franchement, en Afrique, non, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je sais que ça existe relativement fréquent en Amérique latine, Latin America, les pays comme Pérou et Équateur, etc. En effet, la seule fois que j'ai vu déjà un patient comme ça, c'était en Pérou, il y a 10 ans. Et quand on a fait la recherche, après avoir diagnostiqué le pathogène impliqué dans cette infection, on a vu, on a lu dans la littérature que ça peut être, ok, c'est assez fréquent après la piqûre de l'araignée, mais aussi après des piqûres des scorpions. Et pour ça, je crois qu'au moins au nord de l'Afrique, ça devrait exister, mais je ne connais pas les faits, malheureusement.
Et il y a Alpha qui salue l'initiative et félicite tout le team recette. Il y a Youssou qui remercie et demande quelles sont les méthodes d'analyse de données statistiques que vous utilisez la plupart dans vos recherches. Oui, merci. Ça dépend certainement de la question de recherche, mais nous, on travaille surtout pour les analyses, soit avec le logiciel Stata ou bien SPSS ou bien R, pour des tests un peu plus faciles au niveau de la statistique. On peut les faire avec le Microsoft Excel aussi. Et ce qui devient plus et plus difficile si on fait des séquençages d'entiers génomes, par exemple, ce sont des données très grandes, très lourdes, et là, moi-même, je ne sais pas le faire, et là, il faut toujours qu'on ait l'aide de nos bioinformaticiens. Là, par exemple, avec la collègue de IO de Nigeria qui a fait le séquençage, là, on avait besoin d'une assistance par les bioinformaticiens. Merci. Il y a Ablaï Sissé qui dit belle présentation. Est-ce que vous développez des diagnostics moléculaires pour la résistance aux antibiotiques? Oui, et surtout, jusqu'ici, on a toujours fait surtout fait l'application, validation des tests déjà développés. Par exemple, il y a des tests rapides pour la détection des carbapénémases, ce type de résistance de la dernière ligne. Là, on a ça appliqué pour la première fois, je crois, en Afrique occidentale, et validé si ça marche aussi. On n'est pas encore arrivé au niveau qu'on a nous-mêmes développé de nouveaux tests pour ce pathogène multirésistant. Fatouma Gallo, belle présentation. Professeur, avez-vous des projets en bioinformatique visant à lutter contre la résistance bactérienne? Oui, par exemple, ce projet du Nigeria dont je viens de parler, mais aussi avec la Guinée-Bissau, on cherche de le faire soit sur place avec de nouvelles techniques, avec de petits appareils comme le Oxford Nanopore, mais aussi ici. Et là, mais là, il y a aussi encore assez à développer. Je crois que maintenant, on s'est focalisé pour l'établir des projets et de bons partenariats, espérons à longue durée. Et l'idée serait d'avoir aussi des étudiants PhD de deux côtés, soit de l'Europe à l'Afrique et de l'Afrique à l'Europe, vers l'Europe, qui peuvent intensifier ce type de collaboration pendant les années à venir. Merci. Il y a Sherfal. Lui, c'est pas une question, il dit qu'il a raté la bonne partie de la présentation. Est-ce que l'enregistrement de la présentation sera disponible? Je pense que c'est enregistré et ce sera publié sur nos plateformes plus tard. Idrissa Dieng, très belle présentation, bonne continuation, merci. Il y a Patrick qui vous remercie et qui demande est-ce que vous recrutez des étudiants pour un PhD sur la résistance aux antibiotiques? Merci beaucoup pour la question. Pas toujours, mais de temps en temps, en effet, il y a des possibilités. Pour ça, si vous êtes du champ de soit la biologie, soit la médecine, on est reconnaissant d'obtenir peut-être une petite email avec un curriculum. De temps en temps, il y a des opportunités, en effet, il faut toujours trouver des fonds et des projets, mais de temps en temps, on a ça, et là, on est très content de pouvoir collaborer. Et aussi, par exemple, avec Issa, c'était toujours il a facilité beaucoup les choses et aussi le travail de terrain. Je crois que c'est une très bonne opportunité d'avoir les gens qui connaissent pas les deux pays, mais les différentes régions. Il y a Maïmouna Diagne qui dit est-ce que vous utilisez la méthode PCR pour la détection de l'antibiorésistance?
Oui, parfois, mais c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas seulement 2 ou 3, 4 différents mécanismes de résistance, et pour ça, il y a des multiplex PCR, par exemple, pour les pathogènes gram négatifs, où on peut trouver peut-être, disons, les 20 principaux mécanismes de résistance, mais chez des bactéries gram-positifs, ce sont déjà des autres. Et pour ça, je crois les tests phénotypiques sont même plus importants que la génotypie, les tests génotypiques. Mais on essaie d'utiliser les deux. Mais en Bissau, par exemple, pour le diagnostic quotidien, on travaille surtout avec le test phénotypique aussi parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et pour la soutenabilité du projet, je crois que c'est aussi important de trouver des options qui facilitent, qui permettent que le projet et les diagnostics peuvent continuer, même si le fonds peut-être, le financement du projet sera terminé un jour. Merci. Il y a Mbaïdjouf qui vous remercie pour la belle présentation et qui demande est-ce qu'avec l'évolution des phénomènes, n'y a-t-il pas un risque de cancer chez le patient? Je ne sais pas trop de quel phénomène, je ne sais pas si vous avez... Oui, mais merci. Et bon, il y a certaines bactéries qui peuvent aussi faciliter le développement à cancer, mais ces bactéries, on n'a pas encore trouvé, on n'a pas cherché trop. Il y a l'hélicobacter, par exemple, qui peut une bactérie qui peut faciliter le développement de cancer au niveau de l'estomac, etc. Mais ça, on n'a pas encore regardé, en disant la vérité. Mais parmi ces infections qu'on a utilisées, qu'on a examinées, analysées jusqu'ici, il n'y a pas trop de risque de cancer lié. Merci. Il y a Ousmane Kamara qui demande est-ce que vous avez eu un cas chez un patient où la résistance antimicrobienne a été détectée avec l'utilisation d'une dernière ligne, avec un antibiotique de la dernière ligne, il veut dire, je pense. Et si c'est le cas, quelles sont les dispositions prises pour le traitement du patient? Merci. Jusqu'ici, pas vraiment à la vraiment dernière ligne du résistance. Là, on a toujours eu une possibilité théorique de traitement, mais parfois, ce n'était pas disponible en Guinée-Bissau, malheureusement. Alors, il y avait des antibiotiques 1 ou 2 qui marchaient en théorie, mais qui n'étaient pas disponibles sur place. Et là, parfois, on peut essayer d'augmenter la dose des autres antibiotiques, par exemple, parce qu'avec ça, ça peut rendre les caractéristiques pharmacokinétiques un peu plus favorables, et parfois ça marche. Parfois, s'ils ont des blessures, il y a aussi les chirurgiens qui peuvent aider à faire un débridement de l'infection aussi de bactéries. Mais en effet, parfois, on a vraiment pas d'options des traitements qui restent. Et là, il n'y a pas trop de données de l'Afrique, mais par exemple en Italie, où il y a aussi beaucoup de ce type de résistance, on voit si on trouve ces bactéries avec ce type de résistance, on a une mortalité d'environ 60%. Et peut-être en Afrique, c'est pareil, je crois, mais il n'y a pas ces données, malheureusement. Merci. Alors, il y a d'autres questions, mais je vois qu'on est arrivé presque à terme de la conférence. Pratiquement, les questions qui reviennent ont été déjà répondues. Donc, on va essayer juste de passer, excusez-nous, pour les réponses. Vous pourrez peut-être revoir le replay sur le site du RECED. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Alors, je vois beaucoup de gens mettre leur numéro et qui disent qu'ils veulent rejoindre le groupe. Oui, je suis en train de rajouter les numéros que je vois. Après, si possible, il y a une question que j'ai lue d'un certain qui remercie
c'était quoi? Bonjour à tous, je vous remercie pour la possibilité offerte d'assister à ce webinaire. Ma question va à l'endroit de la possibilité de sujet sur des opportunités pour un étudiant de travailler en virologie, de travailler sur le sujet de développement de méthodes de la biotechnologie appliquées à la virologie dans le cas des infections virales et bactériennes. Donc, c'est son nom. Bon, il n'a pas mis son nom. Je ne sais pas s'il peut le dire. Donc, voilà. Sinon, après, le reste, Oui, mais ça a été merci. déjà fait. Merci. Ça c'est aussi une question intéressante, en effet. Et là, vous pouvez aussi nous contacter directement. Après, peut-être on peut voir s'il y a des possibilités. En fait, comme je dis, nous, on ne travaille pas trop focalisé sur le virus exclusivement, mais si c'est sur la co-infection, peut-être il y a des projets où il y a des idées, on peut développer un projet ensemble. Voyons. Feel free to contact us anytime. Sur cela, peut-être je peux juste rajouter une information que j'ai vue ce matin sur Facebook en défilant sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a un projet qui s'appelle FIRST, un projet de financement à hauteur de 20 millions qui finance des projets de recherche. Peut-être on va peut-être le mettre aussi sur notre site. Ceux qui sont intéressés par des financements ou de futures collaborations, comme si vous êtes principalement basé au Sénégal, vous serez peut-être éligible à ce financement et peut-être avec le professeur, il y aura possibilité de, s'il y a certains aspects de votre projet qui peuvent être faits en collaboration, pourquoi pas. Peut-être après ça, on va publier ça sur le site du RECEL. Donc, à mon niveau, je ne vois plus de questions, c'est juste des gens qui veulent intégrer le groupe. Sur ce, je pense qu'on pourra se dire au revoir. Juste vérifier avec Cher ou Youssou, est-ce qu'il y a le consul général de Marseille avec nous pour lui donner la parole? Issa, bon, merci beaucoup. Hein. Bon, de toute façon, le consul, il a dit qu'il avait des problèmes de connexion. Donc, malheureusement, il ne va pas nous rejoindre pour ce webinaire cette fois-ci. Donc, il n'y a pas de souci. Je pense que toutes les questions ont été répondues. Pour moi, c'est l'occasion de remercier à nouveau le professeur Sorel qui nous a fait un excellent exposé aujourd'hui. Et vraiment, nous sommes ravis. J'espère que tous les participants en ont trouvé leur gain. Donc, je remercie également Issa qui est parmi nous, un des membres, donc très actif également, qui nous a permis quand même d'ouvrir encore nos activités en nous invitant un de ses professeurs qui nous a aujourd'hui fait ce très beau speech. Donc, le Reset, c'est ça, c'est juste une plateforme qui permet de coordonner l'ensemble des scientifiques qui sont éparpillés dans le monde, des scientifiques sénégalais. Donc, on en trouve en Allemagne, comme Issa par exemple, on en trouve aux États-Unis, au Canada, en France et au Sénégal. Moi qui vous parle, je suis actuellement au Sénégal, donc à l'Institut Pasteur. Peut-être certainement ou prochainement, M. Becker et Issa viendront au Sénégal nous rendre visite et peut-être certainement on pourrait, avec les collègues qui sont là, mettre en place des collaborations. Donc, nous remercions tout le monde qui ont pu participer à ce webinaire et j'espère que une autre occasion sera donnée pour qu'on puisse quand même débattre d'autres sujets. Donc, je suis très content et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup encore, professeur Becker, et bonne soirée à tout le monde. À la prochaine. Merci. Au revoir. Ciao. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Cher Boul,
Kyogum Kibide, je dois prendre des numéros là. Je suis en train de les rajouter là. S'il te plaît. Cher, tu peux arrêter l'enregistrement par contre. Oui, s'il te plaît. Et il est parti en plus sans arrêter l'enregistrement. Ah, il est parti? Ouais, ben, je suis en train de rajouter les numéros, donc du coup, c'est un peu compliqué. Vas-y, je vais essayer d'arrêter l'enregistrement. Ok, d'accord, ça va. Reste en ligne, Isaac, ne quitte pas, hein, sinon on ne pourra pas l'enregistrer. Je vais l'appeler. D'accord, je J'ai suis pas en la ligne. maison. Allez, ça va. Je reviens, hein, Isaac, je reviens. Allez, ça va, ça va, ça va. 78, 374, 34, 62.